Merci de nous retrouver, c'est l'heure des partis pris avec ce soir Ruth Elkrief pour la politique, Christian Macarian pour l'international, François Langlais pour l'économie. Bonsoir à vous trois. Et c'est vous qui commencez, Ruth, alors que nous sommes à quelques heures de l'expiration de l'ultimatum de Donald Trump. Le monde a les yeux rivés, bien sûr, sur la décision que prendront les États-Unis et Donald Trump en particulier. Va-t-il, comme il l'a dit, bombarder massivement toutes les centrales électriques, tous les ponts en Iran, alors que le régime regroupe sa population? C'est la stratégie du bouclier humain autour de ses cibles potentielles. C'est ce qu'on va voir dans les heures qui viennent. Et c'est dans ce contexte, Ruth, que vous faites votre parti pris. Paris, dans ce contexte-là, n'a pas à rougir de sa politique en Iran, de la distance mise vis-à-vis de Donald Trump. Oui, parce que Donald Trump est un véritable problème, est devenu un véritable boulet. Parce qu'il y avait déjà eu les tarifs douaniers, il y avait eu les menaces d'annexion du Groenland. Et maintenant, la nouvelle phase de la guerre en Iran continue de creuser le gouffre entre l'Europe et notamment la France et les États-Unis de Donald Trump. Jusqu'à présent, on pouvait dire que la position de la France, qui n'était ni celle de l'Espagne, ni celle donc très hostile, ni celle de l'Allemagne, plutôt favorable au début, au nom de ses alliances avec les pays du Golfe, était relativement équilibrée. Paris parlait d'une position défensive, jamais offensive. Mais le climat s'est tendu depuis les menaces de Donald Trump de quitter l'OTAN, puis les attaques très personnelles de Donald Trump contre le couple Macron, et puis face aux conséquences évidemment économiques de la crise des carburants. Et ce matin, vous l'avez évoqué tout à l'heure, David, on n'était plus dans la litote, on est passé à la condamnation claire. Écoutez Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères. Si nous nous opposons toujours aux frappes contre les infrastructures civiles et énergétiques, c'est d'abord parce que elles sont exclues par les règles de la guerre, le droit international, et d'autre part parce que dans le cas de la guerre en Iran, eh bien elles ouvriraient sans doute une nouvelle phase d'escalade, de représailles, qui entraînerait la région et l'économie mondiale dans un cercle vicieux qui serait très inquiétant et surtout très dommageable pour nos propres intérêts. Voilà, la perspective d'une destruction massive des infrastructures civiles au risque de provoquer une catastrophe humanitaire, voire un mouvement d'exode vers l'Europe, c'est un des cauchemars de Paris. Depuis le début de la guerre, je le disais, Emmanuel Macron tentait d'observer une position d'équilibre. Et la France avait accordé le passage dans son espace aérien d'avions américains transportant des équipements défensifs ou humanitaires, mais le 28 mars dernier, il a refusé le survol à un avion contenant des armements destinés à Israël. D'ailleurs, depuis, les relations entre Paris et Jérusalem se sont fortement dégradées. Aujourd'hui, après les déclarations assez délirantes de Donald Trump qui annonce qu'une civilisation entière va mourir ce soir, au lieu de profiter en quelque sorte de la lumière qu'a apporté le sauvetage miraculeux du pilote. En fait, la France a aussi de son côté franchi un pas de plus en se faisant objectivement, on vient de l'entendre, le défenseur du droit international. Et je dirais que même pour ceux qui étaient a priori convaincus que cette guerre était légitime, parce que l'Iran est aussi notre ennemi, qui a multiplié les actes hostiles à notre nation depuis des décennies, il est devenu difficile de soutenir une démarche aussi mal conduite par une personnalité aussi imprévisible et foutraque que le président américain. Il n'y a pas eu cette fois, comme en 2003 en Irak, des pays qui ont soutenu l'opération américaine et d'autres qui l'ont condamnée. Et tous, Grande-Bretagne comprise, ont considéré que le lien transatlantique était désormais trop abîmé pour se reposer uniquement sur lui. Et c'est la faute de Donald Trump lui-même, parce qu'il est devenu un repoussoir, mais y compris pour ses propres alliés européens situés à l'extrême droite. Au Rassemblement national, par exemple, Marine Le Pen a pris ses distances. Son groupe parlementaire au Parlement européen a refusé de ratifier l'accord commercial UE-US le 23 mars dernier. Et que fait-elle en se concentrant en politique intérieure sur les questions du coût de l'énergie pour contrer le gouvernement le corps nu? Que fait-elle d'autre que mettre l'accent d'une certaine façon sur les conséquences du conflit avec l'Iran? Alors, elle sait que son électorat est très anti-guerre et elle tente de ne pas trop souligner son ancien soutien à Donald Trump devenu radioactif. Les analystes politiques italiens ont aussi jugé que si Giorgia Meloni avait perdu son référendum très important sur la justice, on en a parlé ici la semaine dernière, il y a 15 jours, c'est entre autres raisons pour la désapprobation de son alliance assumée avec le président Maga. Et à la surprise générale, la première ministre italienne a aussi
refusé le survol de son espace aérien aux avions militaires américains. Et puis c'est l'AfD, le très extrémiste parti allemand, qui a cherché à faire oublier ses liens avec la planète MAGA en qualifiant de catastrophe la guerre en Iran. Seul Viktor Orban continue d'assumer son soutien et il reçoit ce soir d'ailleurs J.D. Vance à Budapest. J.D. Vance, dont on sait qu'il n'est pas pour la guerre, mais qui est quand même obligé de soutenir son président, mais qui reste un des plus durs du MAGA. Lorsqu'on sait que Viktor Orban a déjà beaucoup de difficultés, on a un peu de mal à imaginer que le soutien d'aujourd'hui de J.D. Vance va être véritablement une aide. Moi, je le vois plutôt comme un boulet. Christian ? Et J.D. Vance poursuit sa carrière avec beaucoup d'arrière-pensée. Il pense, il est peut-être le seul à le penser, mais il pense qu'il peut prendre la suite de Trump. Mais sur cette ligne... Sur cette ligne-là, qu'il a cultivée, il faut reconnaître que le discours qu'il a prononcé à Munich il y a bientôt 2 ans était le plus structuré de la bande MAGA. C'était quelque chose qui appelait l'Europe... Vous parlez de la ligne de la France. Oui. La ligne de la France qui a immédiatement pris une forme de recul par rapport à cette guerre, dont on discerne mal aujourd'hui la porte de sortie pour Donald Trump. Sans être pour autant la position espagnole, qui a été beaucoup plus violente, entre guillemets, beaucoup plus radicale. C'est ça qui est intéressant. François ? Écoutez, je suis habituellement assez critique sur notre président et je trouve que sur cette affaire, c'est bien joué. On comprend ce qu'il fait, on voit comment. Et puis c'est continu, c'est-à-dire il y a un signal continu, c'est rassurant. Et je trouve que ça lui fait plutôt honneur. Vous gardez la parole, François. Votre parti pris économique est toujours sur les conséquences de cette guerre en Iran. Cette fois, on y est. La flambée des carburants, les débuts de pénurie dans des stations-service, mais surtout la flambée des prix. Et là, vous dites, pour la première fois, on touche le mur de la dette. C'est-à-dire ? C'est vrai, on attend, vous savez, une troisième, j'allais dire salve. Pas vraiment le mot, c'est un mot un peu flatteur pour ce qui se prépare, de mesures destinées à protéger les Français du choc pétrolier. La première, c'était des mesures sectorielles pour protéger les agriculteurs avec des détaxes sur le carburant ou les pêcheurs. La deuxième, c'était des prêts flash de trésorerie pour les entreprises en difficulté. La troisième, ça devrait être des aides aux gros rouleurs, peut-être des leasing pour les infirmières, par exemple, qui leur permettraient d'acheter une voiture électrique. Parallèlement, il y a le déblocage de l'épargne salariale qui est en cours au Parlement. Bon, au total, ça fait pas lourd. C'est un ensemble assez modeste, quelques dizaines de millions d'euros, qui sont d'ailleurs, c'est pas des crédits supplémentaires, c'est prélevé sur les crédits existants des ministères. Et la prochaine phase, ça sera la même chose. C'est très différent de ce que font nos voisins. Et on peut citer 2 chiffres, un en Italie et un autre en Espagne. 3 milliards dépensés en Italie, 500 millions d'euros pour la mesure, par mois pour la mesure principale, avec toute une série d'aides sectorielles, et 5 milliards dépensés en Espagne. Donc, pour amortir ce choc de pouvoir d'achat. Pour amortir ce choc lié au coût de l'énergie. Bon, on sait pourquoi. On n'a plus du tout d'argent. Le déficit, il est aux alentours de 5%. Alors évidemment, on peut se féliciter du fait que c'est mieux que si c'était pire, qu'au lieu d'être à 5,2, on est à 5,1. Il n'y a plus un rond, c'est la vérité. Et c'est le pire chiffre de la zone euro. Aucune perspective d'amélioration réelle quant au déficit, puisque, bon, on est toujours dans les mêmes eaux. Et les derniers chiffres de l'INSEE sont quand même assez préoccupants. Je vous en livre un. Le service de la dette, c'est-à-dire le coût de la charge d'intérêt, représentait en 2025 65 milliards d'euros. C'est donc le premier poste de dépense de l'État désormais, c'est davantage que l'éducation nationale si on exclut les pensions. C'est la première fois dans l'histoire moderne que la France atteint ce seuil critique. Alors vous savez, on a souvent eu peur de la crise financière, on s'est dit voilà, on dépense trop, les marchés ne vont pas nous suivre, etc. C'est un autre scénario qui se profile aujourd'hui, qui n'est pas plus rassurant, c'est celui de l'étranglement progressif de l'État sous l'effet de la montée de ses charges d'intérêt. En fait, lié à la croissance de la dette, globalement, sous les 3 dernières présidences, c'est-à-dire en fait depuis 2007, la dette en valeur réelle, quand on la mesure en point de PIB, elle a doublé. C'est un mouvement silencieux, mais il est dramatique, parce qu'il interdit d'investir, et puis que, sur un point de vue strictement démocratique, il met
le camp de la gestion raisonnable, sous le feu roulant des critiques permanentes des démagogues qui disent il n'y a qu'un faucon et qui soulignent à juste titre l'impuissance de la puissance publique, justement. En creux, ça dessine quand même un impératif pour 2027, pour cette campagne présidentielle qui se profile. Il est vital pour le pays de se recréer des marges de manœuvre pour investir et pour protéger les Français lorsqu'une crise inopinée se produit. Nul doute qu'il y en aura d'autres. Et il y aura d'autres crises, d'autres défis, d'autres nécessités pressantes. Et à mon sens, c'est un bon critère de tri dans les programmes qui vont nous être soumis que de voir comment leurs auteurs comptent recréer ces marges de manœuvre. On peut entendre un débat là-dessus. Est-ce qu'il faut plus d'impôts ? Est-ce qu'il faut plus d'économies ? Tout est possible. Il va falloir discuter de ça. L'essentiel, c'est la finalité. Retrouver des marges de manœuvre budgétaires dont la France aura besoin pour se redresser. Ouais. Première fois qu'on est ainsi face au mur de la dette. C'est ce que vous nous dites au moment de distribuer, de vous tenter de distribuer des aides. Justement, je trouve que c'est une toute petite nuance que je trouve intéressante, c'est qu'on a l'impression que ce gouvernement, parce qu'il n'est pas en campagne électorale encore, dans le fond, est en train de résister, mais minute après minute, ça peut changer demain, à la tentation démagogique du quoi qu'il en coûte. Et donc, il gagne du temps. Il gagne du temps chaque jour, peut-être en espérant que la guerre s'achève et que la crise ne sera que temporaire, parce qu'elle connaît ses fondamentaux. Et dans le fond, comme il n'y a pas une élection tout de suite, et qu'il n'y a pas de candidat clair, en tout cas déclaré dans ce gouvernement, il a une forme de marge de manœuvre. Il arrive à tenir. Combien de temps ? Je ne sais pas. Christian, votre parti pris international, cette guerre en Iran, on en reparle, elle est comme un séisme qui connaît de multiples répliques. L'une d'elles, c'est qu'on peut se demander si Taïwan n'est pas le grand perdant. Vous nous parlez de la visite inédite depuis une dizaine d'années au moins d'une des grandes dirigeantes politiques en Chine. Oui, il n'y a pas que le détroit d'Ormuz, il y a aussi le détroit de Taïwan, 360 km de long, 140 km de large, donc assez facile à franchir pour la Chine populaire, la RPC, qui clairement, M. Xi Jinping, on ne peut pas lui faire le reproche de ne pas l'avoir dit, réclame le rattachement de Taïwan à la mère patrie, entre guillemets. Alors, ce qui est très surprenant, c'est que la chef du principal parti d'opposition, qui s'appelle Cheng Li-woon, qui est une femme très impressionnante, on la voit à l'écran, 1m78-79, beaucoup de charisme, une très grande facilité oratoire, va se rendre, enfin elle est aujourd'hui même en Chine, du 7 avril au 12 avril. C'est pas une visite anodine, elle est longue, et elle va même la conduire à Nankin, qui était la capitale d'un des dirigeants principaux du Kuomintang historique, qui s'appelait Chiang Kai-shek. Puisque le Kuomintang a été fondé par Sun Yat-sen, 1911-1912, et puis ensuite a été repris par Chiang Kai-shek, qui a livré la guerre que l'on sait à Mao Tse-tung. Après, c'est une sorte de main tendue. C'est une main à la tendue Chine, qui est pourtant considérée comme un ogre qui pourrait avaler Taïwan. Du principal parti de l'ex-Chine nationaliste à la Chine communiste aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'elle va y faire en Chine, Madame Cheng Li-woon? Elle va évidemment prôner le rapprochement entre les deux Chines, essayer d'imaginer une méthode pacifique. Vous imaginez bien que c'est David contre Goliath, c'est évident, mais cette visite est assez incongrue parce qu'elle a lieu finalement de façon assez rapide à l'invitation de Xi Jinping, il faut bien le noter, quelques semaines avant celle de Trump qui sera lui en Chine, a rencontré Xi Jinping le 14 et le 15 mai. Or, ce qui est également incongru, c'est que Madame Cheng Li-woon a aussi mal choisi son contexte, parce que c'est un contexte dans lequel le Parlement taïwanais doit voter une enveloppe considérable de 39 milliards de dollars pour acheter du matériel militaire américain. Trump y tient particulièrement et il insiste sur ce point. Pour se défendre en cas de tentative d'invasion ou de blocus. Contre la Chine. Donc en allant en Chine en ce moment, Madame Cheng Li-woon est en train de casser cette initiative poussée par les États-Unis qui consiste à voter 39 milliards de crédits pour acheter du matériel américain. Mais est-ce que ça n'est pas parce que tout le monde sent sur l'île que Taïwan
est en position de faiblesse plus que jamais face à la Chine, parce que l'allié américain n'est plus très sûr. Eh bien, on n'a pas de déclaration, effectivement, d'affection particulière de la part de Donald Trump pour Taïwan. Il a produit toute une série de déclarations contradictoires, mais on sent bien que ça ne fait pas partie de ses priorités et qu'après l'Ukraine, qu'il a laissé filer, qu'il est en train de laisser... je corrige mes propos, sur laquelle il accorde une marge de manœuvre considérable à la Russie, en prenant honnêtement parti pris en faveur de la Russie, après l'Ukraine et après ce qui se passe en Iran, qui va focaliser toute son attention, il se pourrait bien que M. Trump fasse preuve d'une certaine indifférence à l'égard du sort de Taïwan. Et si c'était cela, Madame Cheng Li-Woon serait dans le vent de l'histoire, puisque, encore une fois, avec son charisme, elle pourrait incarner ce courant de rapprochement, entre guillemets, avec la Chine. Restons très vigilants sur ce sujet, parce que, d'une façon générale, le mot détroit n'est pas un mot qui réussit beaucoup à Donald Trump. La Chine, dont vous nous disiez déjà, François, qu'elle était l'une des gagnantes de cette crise en Iran. Bien sûr, à la fois au plan économique, au plan stratégique, et c'est vrai que pour suivre les pas de Christian, la Chine envisage cette question de Taïwan de façon beaucoup plus décontractée, parce que l'option militaire, en effet, est moins risquée, et elle a aussi une option, surtout avec ce voyage, qui est d'un rapprochement progressif, conformément à sa stratégie, qui aboutira à l'annexion, parce que c'est l'objectif de Xi Jinping. Merci à vous trois pour ces partis pris, merci à vous de nous avoir suivis.